Bonjour et bienvenue sur Boop Boop. Le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, À écouter lors des tétés, ou pas. le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, C'est l'heure de la tétée. Si l'allaitement est naturel, on dit souvent qu'il n'est pas inné. Pendant des siècles, le savoir s'est transmis entre femmes. Le soutien a été apporté de mère en fille. Puis au XXe siècle, l'avènement de l'ère industrielle, l'arrivée sur le marché de poudre de lait maternisé, les guerres, les femmes au travail, le féminisme porté par Simone de Beauvoir, critiquant ouvertement les mères et pire encore les mères allaitantes, et la volonté de contrôle des rythmes des nourrissons par le corps médical ont mis à mal ce savoir. Au XXIe siècle, c'est le retour au naturel. Le féminisme penche pour que chaque femme puisse disposer de son corps comme elle l'entend. Et l'allaitement est un des pouvoirs magiques du corps féminin. Mais maintenant que la tendance chez les femmes enceintes va vers la volonté d'allaiter, comment ça marche ? Est-ce qu'il suffit d'un sein et d'un bébé, comme on l'entend parfois, ou en faut-il un peu plus que ça ? Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à toutes vos interrogations, sans prétention bien sûr. Car le savoir, c'est le pouvoir, donc savoir, c'est pouvoir. Alors c'est quoi un sein ? Comment produit-il du lait ? Comment savoir s'il en produit assez ? Bonne écoute. C'est l'heure de la tétée. Les connaissances sur la physiologie de l'allaitement maternel sont très récentes. À l'époque de Léonard de Vinci, on pensait même que le lait maternel provenait de l'utérus. Heureusement, on a fait du chemin depuis, et c'est surtout grâce à l'image échographique, en découvrant l'anatomie du sein, qu'on en sait un peu plus sur le sein lactant et sur la production du lait, en visualisant mieux les canaux et l'éjection du lait. Alors pour allaiter, il faut un sein et un bébé, Hélène ? Alors oui Cassandre, pour allaiter il faut un sein et un bébé, et non Cassandre, pour allaiter il faut pas que un sein et un bébé. Un sein oui bien sûr, mais un sein qui est lactant. Un bébé évidemment, mais un bébé qui a une succion efficace. Et tout ça en fait c'est sous un contrôle hormonal qui joue un rôle capital. Vous prenez un bébé au hasard, vous prenez un sein au hasard, vous les mettez ensemble, vous n'aurez pas de lait. L'image est bizarre, n'essayez pas de faire ça chez vous. Mais ça va pas marcher. On va essayer de voir tout ça. On va commencer par la première étape, le premier prérequis pour allaiter qui est la glande mammaire. Et alors, c'est quoi un sein ? Alors un sein, je pense que tout le monde voit à peu près à quoi ça ressemble, même s'il y a potentiellement beaucoup d'anatomies différentes. Mais l'intérieur d'un sein, on le sait moins. Et l'intérieur d'un sein lactant, on le sait encore moins. Et c'est quelque chose qu'on sait depuis pas très longtemps, enfin tout est relatif, mais à l'échelle de l'humanité, c'est en 1840 avec les travaux de Cooper qu'on a su à quoi ça ressemblait l'intérieur d'un sein lactant, avec des dissections à l'époque. Et donc ce sein lactant, en fait, il contient une glande mammaire, et c'est ça qui nous intéresse. Donc le sein, on rentre à l'intérieur, on va avoir du tissu glandulaire, la glande mammaire, on va avoir du tissu adipeux, de la graisse, et on va avoir du tissu conjonctif. Et ce tissu conjonctif, ça assure un soutien. Et ces trois tissus, ils sont complètement imbriqués les uns dans les autres. C'est difficile, voire carrément impossible de connaître la proportion entre votre tissu adipeux et votre tissu glandulaire. C'est pour ça qu'en fait, la taille de la poitrine, elle va pas du tout définir la capacité d'allaitement. Donc la fameuse remarque « avec tes petits seins, t'auras pas de lait », elle est bien sympa cette remarque d'ailleurs, eh bien on peut avoir une forte poitrine et peu de tissu glandulaire, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Moi ça m'a valu une jolie remarque de mon oncle pendant un repas de famille « Ah mais comme quoi tes petits seins nourrissent bien ton fils, eh bien nickel avec mon 85A ». Et ça marche complètement à l'inverse, puisque Nabila, sur Instagram, elle avait posté une photo. Alors Nabila, je sais pas si tout le monde voit, mais on va parler de forte poitrine. Elle avait posté une photo d'elle avec son deuxième enfant en allaitant, et elle a annoncé dans les jours qui suivent, oui, je suis beaucoup Nabila sur Instagram, qu'elle n'avait pas réussi à allaiter. Donc avait-elle peu de tissu glandulaire ? Avait-elle une chirurgie de la poitrine qui a influencé l'allaitement ? Nous en reparlerons dans un prochain épisode avec Nabila, je l'espère. Et aussi, on peut illustrer ce propos, je ne m'arrête plus, avec les nourrices du siècle dernier. On en reparlera également dans l'histoire de l'allaitement en France, je pense. Mais il y avait donc les nourrices, c'était des femmes qui nourrissaient votre enfant à votre place. Et il y avait des caractères physiques qui définissaient une bonne nourrice. Donc il y avait la couleur de la peau, des cheveux, son origine aussi, la Bretagne.
apparemment, et le Nord-Pas-de-Calais, bon fournisseur de nourrice, et aussi la taille de la poitrine. Eh bien en fait non, la taille de la poitrine, si on ne sait pas quelle quantité de tissu glandulaire est à l'intérieur, eh bien, ça ne peut pas du tout influencer la qualité de votre nourrice. Choisissez autrement. Cette glande mammaire, je reviens à mon point de départ, cette glande mammaire, en fait, elle est présente dès le stade embryonnaire. C'est-à-dire que quand vous êtes un embryon et que vous êtes une femme, la glande mammaire commence à se développer. Elle se met ensuite en pause et elle reprend un peu le lead au moment de l'adolescence, de la puberté, où elle va se redévelopper. Et elle va arriver, en fait, à maturité pendant la grossesse, puis l'accouchement, où là, on va avoir la glande mammaire qui est fonctionnelle, prête à produire du lait. On peut aussi avoir des variations intra-individuelles. Il est assez fréquent que le sein droit diffère du sein gauche. Moi, par exemple, c'est le sein droit qui donne plus que le gauche. Bref, pour résumer, on observe de grosses variations inter- et intra-individuelles et il nous est donc difficile de standardiser des conseils en allaitement qui sont vraiment au cas par cas. Petite poitrine, grosse poitrine, peu de tissu glandulaire, beaucoup de tissu glandulaire, c'est individuel. On reparlera beaucoup du conseil adapté au cas par cas, évidemment. C'est quelque chose qu'on va peut-être un peu marteler, répéter, mais c'est hyper important de le savoir qu'on ne peut pas vraiment standardiser ces conseils, on l'a dit. Imaginez le nombre de seins différents qui existent sur Terre, c'est autant d'allaitements différents qui peuvent exister. On va revenir donc encore une fois sur cette glande pour revenir au niveau anatomique. Donc derrière le mamelon, on voit tous à peu près, à l'intérieur, on a la glande qui est présente. Cette glande, quand elle est lactante, elle est construite en grappe, c'est-à-dire qu'elle ressemble à une grappe de raisin, tout simplement. C'est pour ça qu'à la palpation, on peut avoir une sensation grenue. Donc ces grains de raisin, c'est des lobes qui vont contenir du lait, et non pas du jus de raisin, j'espère que vous me suivez. Et ces grains de raisin, ils sont drainés, ces lobes, ils sont drainés par les tiges du raisin, les canaux galactophores. Et ces canaux, c'est eux qui vont apporter le lait jusqu'aux pores. Les pores, c'est les petits trous qui sont sur le mamelon, et c'est de là d'où sort le lait. Nous sommes donc des mammifères, comme les léopards, comme par hasard, des êtres vertébrés caractérisés par la présence de mamelles. Et donc, on l'a compris, le prérequis numéro 1 pour allaiter, c'est d'avoir une glande mammaire qui est fonctionnelle, c'est-à-dire qui a la capacité de produire du lait. Dans ce cas, on a parlé de Nabila, de forte poitrine, de petite poitrine. Les chirurgies de réduction ou d'augmentation de taille de poitrine favorisent une potentielle atteinte de la glande mammaire, car le tissu adipeux et glandulaire sont imbriqués. Par ailleurs, les piercings aussi peuvent léser les canaux galactophores, mais vraiment pas de panique, c'est une possibilité, pas une généralité. On en reparlera dans un épisode dédié avec un chirurgien plastique. De plus, certaines anomalies anatomiques peuvent rendre l'allaitement difficile, mais vraiment pas forcément impossible, telles que les mamelons invaginés ou ombiliqués, c'est-à-dire qui rentrent à l'intérieur, et qui concerneraient tout de même 10% des mamelons, donc c'est assez fréquent, ou des anomalies congénitales des seins pouvant aussi limiter la capacité à produire du lait. Quand on parle d'anomalies avec des guillemets, évidemment, donc on l'a dit, c'est des difficultés potentielles pour allaiter. C'est pas systématique, mais ça peut être bien de l'avoir en tête et de se faire accompagner si on veut allaiter en fait pour être plus sûr de soi et pour y aller au mieux vers un allaitement serein. N'hésitez pas à nous écouter également puisqu'on reviendra sur les mamelons ombiliqués, on l'a dit, on reviendra aussi sur tous les types de chirurgie et comment ça peut impacter un allaitement et comment il faut se faire accompagner dans ces cas-là. Oui, d'anticiper la mise en route de l'allaitement. Yes. Donc là, on a vu qu'il fallait une glande mammaire fonctionnelle pour pouvoir allaiter, mais il y a aussi d'autres intervenants, notamment les hormones. Mais lesquelles ? Oui, parce qu'en fait, cette glande mammaire, pour être fonctionnelle, elle est soumise à un contrôle hormonal. Alors l'allaitement, c'est régulé par plusieurs hormones qui vont jouer un rôle en fait dans la production et dans la libération du lait maternel. Globalement, c'est les mêmes hormones qui interviennent pendant la grossesse. Les principales appliquées, c'est évidemment la prolactine. On voit à peu près la souche prolactine, le lait, tout ça. C'est donc l'hormone principale qui est impliquée dans la sécrétion du lait, la lactogénèse, et elle est sécrétée au niveau cérébral. Après la naissance, les niveaux de prolactine ils vont augmenter chaque fois que le bébé tète. Le bébé tète, bam, un pic de prolactine. Et ça va stimuler la production de lait dans les glandes mammaires. Il y a une deuxième hormone en jeu, c'est l'ocytocine, la fameuse hormone du bonheur, du plaisir, de l'amour, tout ça. Elle est responsable de l'éjection du lait, qui s'appelle le réflexe d'éjection. En effet, lorsqu'un bébé tète, l'ocytocine est libérée aussi au niveau cérébral, provoquant la contraction des cellules musculaires autour des alvéoles mammaires, ce qui pousse le lait vers les canaux lactifères et les mamelons. L'ocytocine est sécrétée aussi lors des câlins ou du pot à pot avec bébé. Donc pour stimuler sa lactation, il faut se câliner et faire le plus possible du pot à pot. C'est-à-dire moi, ce qui m'est arrivé quand j'ai eu mon premier enfant, j'y connaissais pas grand-chose. Mon bébé, il est né en janvier, donc il faisait froid. Du coup, à la maternité, il avait été hyper emmailloté, couvert et tout. Et donc, il était posé dans son berceau, je savais pas quoi en faire.
Et à côté de ça, j'avais pas trop confiance en moi et j'étais quasiment persuadée de pas avoir de lait. Ma maman, qui est puéricultrice et qui a fait pas mal de conseils en lactation, est arrivée et m'a dit qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ton bébé il est pas sur toi? J'en sais rien, je ne sais pas, il est tout petit, je ne sais pas le prendre. Donc elle me le met en couche, elle me pose sur moi, sur la poitrine, avec un bandeau de peau à peau, et pas du tout de tétée ni quoi que ce soit. Et en fait, en un quart d'heure, j'avais des taches de lait sur le bandeau de peau à peau. Donc déjà, ça montre en fait ce pouvoir en fait du câlin, du peau à peau, qui déclenche une sécrétion d'ocytocine, cette ocytocine qui vide les lobes et le lait sort. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper important en fait et qu'on insiste sur le peau à peau à la naissance, mais aussi dans la suite de votre allaitement, ce sera toujours important de revenir là-dessus. Et moi, ça m'a donné confiance en moi et ça m'a montré que j'avais cette capacité de produire du lait. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, en fait, on peut aussi parler de ça, on en reparlera aussi pour la reprise du travail, mais quand vous tirez à l'été, c'est important aussi de stimuler cette ocytocine. En regardant par exemple des photos, des vidéos, en sentant un linge qui a l'odeur de son bébé pour stimuler la sécrétion d'ocytocine et du coup d'éjection du lait. Voilà, parce que le lait va forcément s'éjecter beaucoup plus rapidement. Vous voyez votre grain de raisin, du coup, il se vide et on a du jus de raisin. On a d'autres hormones qui vont être impliquées là-dedans. Oui, en effet, il y a aussi les oestrogènes et la progestérone qui, elles, sont produites par les ovaires, préparent les seins à la lactation pendant la grossesse en stimulant la croissance des canaux lactifères et des alvéoles. Et donc pendant la grossesse, les niveaux élevés d'oestrogène et de progestérone bloquent la lactation. Et après l'accouchement, leur chute rapide permet à la prolactine d'agir efficacement pour débuter la production du lait. Il y a encore plein d'autres hormones qui vont intervenir. On va les citer rapidement, mais on reviendra dessus. On peut citer la PRH, l'insuline, la PIF, la dopamine. Les glucocorticoïdes aussi. Après, on va pas entrer dans les détails parce que sinon l'épisode va durer 6 heures et on n'a pas le temps, vous non plus, mais on reviendra dessus. Il faut quand même comprendre que c'est une synergie d'actions qui vont entraîner cette lactation. C'est pas aussi simple que tout ce qu'on est en train de dire, mais globalement, on en reparlera. C'est plus dans les difficultés potentielles avec certaines pathologies qu'on viendra sur les hormones. Je pense au diabète, au syndrome des ovaires polykystiques. On en reparlera aussi dans les médicaments qui peuvent inhiber ou booster la lactation, parce que c'est aussi sous un contrôle hormonal. On y reviendra, mais pour le moment, on va pas vous embrouiller avec ça. On parle de 2 mécanismes de contrôle de la production du lait. Un mécanisme central dit endocrine et un mécanisme local dit autocrine. Alors, on va peut-être un peu insister là-dessus parce que moi, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. Avant d'avoir mon premier enfant, quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais compris en lisant, et je pense que c'est beaucoup ce qu'on trouve sur Internet, ou alors c'est moi qui comprends rien, mais que le système autocrine, c'était un moment donné de la lactation, vers 3 à 6 semaines, où la glande mammaire devenait indépendante du reste du corps. En fait, elle produisait à la demande. Quand le bébé tète, elle produit, un robinet qui s'ouvre. Quand le bébé ne tète pas, elle se ferme, et c'est tout. Pas tout à fait. Le sein, il produit du lait en continu. Donc la glande mammaire est toujours sous contrôle hormonal et cérébral, elle ne devient pas indépendante du jour au lendemain en disant « c'est bon, j'ai compris comment ça marche, je ne me soucie plus de ce que tu dis cerveau », bien sûr que non. Mais du coup c'est important de le savoir et c'est peut-être plus clair. Après ce mécanisme autocrine, c'est ce qui va réguler la quantité de lait produite et la vitesse de production, mais on en parle encore une fois, le lait il sera toujours produit en continu et le sein n'est jamais complètement vide. Donc je reviens là-dessus. Le mécanisme endocrine, on l'a dit, c'est un mécanisme qui est central, c'est-à-dire cérébral, c'est ce qui permet la production du lait. En gros, pour vous imager ça, alors c'est très facile d'imager quelque chose dans un podcast, très radiophonique ce que je fais, on a, imaginez que je fais des gestes en plus, on a donc un sein, on a une stimulation des terminaisons nerveuses du mamelon. Cette stimulation, donc, qui est par la succion, par l'expression manuelle, par un tire-lait, cette stimulation, elle envoie un message au niveau cérébral. Ça entraîne une production de prolactine et d'ocytocine. Ces hormones, elles vont dans le sang, et donc la prolactine, elle autorise la synthèse du lait, et l'ocytocine, l'éjection du lait. La production de la prolactine augmente tout au long de la grossesse. Donc chez les très grands et les grands prémas, on a un taux plus faible de prolactine chez la maman. Donc une difficulté potentielle, mais je dis bien potentielle, à lancer la lactation. Mais on en reparlera bien sûr dans un épisode dédié sur l'allaitement et la prématurité. Et donc ce mécanisme autocrine, que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre comme vous l'avez compris, lui, il permet, comme je l'ai dit, la régulation du volume de lait produit. En fait, pour imager ça, s'il n'y avait pas ce contrôle autocrine, on produirait du lait beaucoup en continu, c'est-à-dire on aurait une sorte de montée de lait permanente. En fait, le contrôle autocrine, c'est ce qui permet, en effet, que la quantité de lait produite, elle s'adapte à l'appétit de votre enfant.
C'est pour ça qu'en fait, au bout en effet de 3 à 6 semaines, on n'a plus cette sensation de montée de lait permanente. Mais ça ne veut pas dire que la glande mammaire est indépendante, parce que le jour où vous allez reprendre le travail, vous allez peut-être pas tirer votre lait pendant 4 à 5 heures, là vous allez ressentir une montée de lait comme à l'époque. Donc on ne devient pas, voilà, c'est pas parce que on arrive à 6 semaines qu'on peut faire juste une tétée matin et soir et ça va juste être les besoins du bébé, non. Il va falloir continuer à stimuler cette lactation pour conserver ce contrôle autocrine et endocrine. Et donc ce contrôle autocrine, en fait, pour l'illustrer encore une fois simplement, c'est plus le sein va être vidé vite, plus le lait va être produit vite. Plus le sein va être vidé, plus le lait va être produit en quantité. Donc le volume de lait qui est produit, il est déterminé par la capacité de votre enfant à vider le sein. Donc c'est l'appétit de l'enfant qui détermine le volume de lait que vous produisez. Oui, donc s'il y a une chose déjà à retenir là, c'est que la quantité de lait produite est plus le reflet de la consommation de lait par le bébé que la capacité de la mère à produire du lait. C'est des mécanismes de contrôle qui dépendent des facteurs hormonaux, mais surtout de la succion de l'enfant. Et donc, on a vu qu'il fallait une glande mammaire, des hormones, mais il y a aussi la succion qui est très importante dans la physiologie de l'allaitement. La succion, c'est le moteur d'extraction du lait. Alors, c'est pas que la succion, ça peut aussi être le tire-lait, ça peut aussi être l'expression manuelle. Donc, on va parler de succion, mais vous avez compris que ça englobe plusieurs choses. Cette succion, elle va déclencher des pics de sécrétion de prolactine. Donc, on peut dire que téter, c'est pas juste extraire du lait, en fait, c'est vraiment jouer un rôle actif dans les mécanismes hormonaux qui vont déclencher la lactation. C'est vraiment par la succion qu'on a ces pics de prolactine, c'est par les pics de prolactine qu'on a la synthèse du lait, on l'a compris. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne succion ? Une bonne succion, ça va être la capacité d'un bébé à créer un vide, en fait. Donc en prenant une quantité de sein dans la bouche, il va créer le vide, une pression négative qui va entraîner le lait du sein vers le bébé. Il faut savoir que cette bonne succion, on peut avoir besoin d'un temps d'adaptation pour l'obtenir, c'est pas inné, on le dit souvent, mais à la naissance, votre bébé, il a passé 9 mois dans du liquide amniotique, il a un réflexe de survie de téter, mais il sait pas forcément extraire le lait. Et ça, c'est bien de l'avoir en tête parce que les débuts d'allaitement sont souvent difficiles et en fait, il y a un ajustement à trouver entre la mère et le bébé et ça va être différent entre chaque mère, ça va être différent entre chaque bébé et ça va être différent entre chaque couple mère-bébé. C'est-à-dire que ça peut être très bien avec votre premier enfant, ça peut être plus difficile avec le deuxième, ça ne veut rien dire. Pour favoriser en fait votre bébé en fait qui trouve sa bonne succion, on conseille, encore une fois, de faire du pot à pot dès la naissance et on va conseiller certaines positions d'allaitement. On parle souvent de BN, vous l'avez peut-être vu si vous lisez des bouquins sur l'allaitement, donc c'est le Biological Nurturing. Yeah, in English. On fera un enregistrement en anglais bientôt. Pas du avec tout. Un prochain intervenant qui ne sera pas Nabila. Ouais. Toujours pas. Et le Biological Nurturing, c'est le fait pour la maman de se mettre en position semi-allongée avec son bébé qui va être ventre à ventre et pas forcément essayer de le mettre au sein, en fait, le laisser lui-même venir, parce que s'il vient naturellement, en fait, donc dans ce réflexe de mammifère, prendre le sein, il va avoir une succion qui est plus naturelle. C'est vrai qu'on rapproche souvent un rapport à la nature dans l'allaitement, mais c'est vrai qu'on voit dans la nature que les petits léopards, ils n'ont pas forcément besoin qu'on leur explique les positions d'allaitement pour trouver. Peut-être pour ça qu'il y a des réflexes de survie un peu plus prononcés chez le léopard, mais on pourrait revenir sur le fait que l'humain n'est pas forcément fini à la naissance. Et donc, on revient donc sur cette position d'allaitement. Et il eut un temps où on mettait le bébé au sein, et vraiment, on mettait le bébé au sein. Quand on prenait le bébé, on mettait sa tête sur le sein dans la bouche, et vas-y tête. Et en fait, ça ne marche pas très bien. Donc vraiment, on insiste sur cette sensorialité, sur cette physiologie, pour vraiment que le bébé trouve le sein, il faut le laisser trouver tout seul. Donc n'hésitez pas à faire du pot à pot, encore une fois, dès la naissance, dans les jours qui suivent, et même à chaque difficulté, dans les sensations de manque de lait, dans les greffes de tétée, dans les bébés qui s'énervent. En fait, le pot à pot, ça va être vraiment la base pour l'aider à retrouver le calme et l'aider à retrouver une bonne succion. Oui, et un bébé qui tète souvent entretient la production du lait. Ça ne veut vraiment pas dire que la mère ne produit pas assez ou que son lait n'est pas assez nourrissant. On peut résumer la partie qu'on vient de dire en espérant que cela vous paraisse plus clair. Donc le système endocrine qui est central et le tissu glandulaire, la glande mammaire, ça va déterminer le potentiel de production, la capacité à produire du lait, et la régulation autocrine, ça va adapter le volume de lait produit aux besoins de l'enfant ou des enfants, puisqu'on peut allaiter plusieurs enfants, des jumeaux, des triplés, des enfants d'âge différents quand on fait du co-allaitement, et on en reparlera également. Donc, la production de lait est régulée selon un mécanisme d'offre et de demande. Le déterminant le plus important de la production, c'est le bébé lui-même. C'est la demande qui régule l'offre. C'est le contrôle autocrine qu'on a cité. C'est très important, c'est plus le sein est vidé, plus il se remplit. C'est la base.
Ouais, ça c'est vraiment en fait le premier galactogène, c'est-à-dire ce qui stimule l'allaitement. Quand vous venez en pharmacie, vous nous demandez des plantes pour stimuler l'allaitement. En fait, non, la première chose à faire, c'est pas prendre des tisanes. Après, si vous aimez les tisanes au fenugrec, libre à vous. Mais c'est vraiment de mettre le bébé au sein le plus souvent possible, parce que plus il tète, plus vite, plus ça se remplit. C'est comme ça. Et il y a un point aussi qu'on doit aborder, qui est important, parce qu'on a parlé de cette glande mammaire. Donc on l'a bien dit, cette glande mammaire, elle est différente d'une femme à l'autre. Elle peut être plus ou moins importante. Et donc forcément, plus elle est importante, plus elle a une forte capacité de stockage. Donc il faut savoir qu'il peut y avoir une maman qui a une capacité de stockage de 100 ml dans ses seins, quand il va y avoir sa voisine qui a une capacité de stockage de 600 ml. Forcément, là, on va pas être égaux face à la nature. Celle qui a 100 ml de capacité de stockage, son bébé, mathématiquement, il va téter plus souvent et il va potentiellement téter la nuit. C'est aussi pour ça que quand cette maman, elle va essayer de tirer son lait la première fois, elle va pas comprendre pourquoi elle a pas beaucoup de lait, parce qu'elle va pas forcément se rendre compte qu'elle a pas une grosse capacité de stockage. Mais du coup, elle va peut-être être alarmée. Faut pas s'alarmer. C'est vraiment... c'est maman dépendant, c'est sein dépendant. Donc ça, c'est vraiment bien de l'avoir en tête. Et il faut aussi le savoir que, comme tout n'est pas très juste dans la nature, la maman qui a sa capacité à 600, c'est pas dit que son bébé il fasse que 3 tétées par jour. Il peut aussi bien aimer, ce bébé, prendre des petites tétées toutes les heures. Tant pis pour lui. Tant pis pour elle, plutôt. Parce que lui... il vit sa meilleure vie. Mais voilà, c'est bien de l'illustrer aussi, donc pour vous rappeler le cas par cas, et aussi pour vous rappeler que des conseils de type non, il faut espacer les tétées, il faut faire toutes les 3 heures, puis toutes les 4... Non, en fait, ça ne fonctionne pas en allaitement, ça ne fonctionne pas en allaitement à la demande, puisqu'il est impossible de connaître la capacité de stockage d'une maman. Très important à avoir en tête. On peut donc résumer tout ce qu'on vient de dire. L'allaitement maternel fonctionne grâce à une interaction entre le bébé et sa maman, régulée par des hormones. On va réénumérer les étapes principales. Donc la production du lait, elle est permise par la prolactine, qui est l'hormone qui est produite au niveau cérébral. Ça permet la production du lait dans les glandes mammaires après la naissance. Et donc plus le bébé tète, plus la production de prolactine augmente, plus la synthèse du lait augmente. L'éjection du lait, elle, se fait grâce à l'ocytocine, c'est une autre hormone. On en a parlé, c'est l'hormone du plaisir, du bonheur, de l'amour, qui provoque la contraction des cellules autour des alvéoles où est stocké le lait, permettant ainsi son éjection par les canaux lactifères jusqu'au mamelon. Et la succion, c'est quand le bébé crée une pression négative en traitant, ce qui va extraire le lait du sein. La succion, c'est quand le bébé va créer une pression négative en tétant, ce qui va extraire le lait du sein. Une succion va stimuler aussi la production continue de lait et renforcer le lien affectif entre la maman et l'enfant. L'offre et la demande, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans l'allaitement. La production de lait s'adapte aux besoins du bébé. Plus il tète fréquemment, plus la production s'ajuste à la demande. Quand on a compris ça, en fait, ces 3 acteurs principaux de la lactation, on a compris en fait que c'est possible d'induire une lactation. C'est bien de l'avoir en tête des fois quand tout paraît impossible. Il faut savoir que c'est possible de déclencher une lactation chez quelqu'un qui n'a pas porté de bébé. Donc forcément en agissant par un mécanisme hormonal, en apportant des hormones dont on a parlé, en mettant en place un moteur d'extraction, donc un tire-lait, et donc en stimulant cette glande mammaire. Et donc ça, c'est aussi ce qui va illustrer, au siècle dernier, j'en ai déjà parlé, des nourrices, qui pouvaient allaiter des dizaines d'années des enfants différents. C'est parce qu'en fait, en ayant toujours un enfant au sein, ça continue de stimuler la synthèse de prolactine et ça permet la synthèse continue de lait, tout simplement. Aujourd'hui, on n'a pas abordé la composition du lait. On y reviendra parce que c'est pareil, c'est tout un chapitre. Le lait maternel, c'est ce qui est le plus adapté aux besoins du bébé humain. Et on va vous spoiler direct le prochain épisode puisqu'on parlera de cette composition du lait, mais pas que toutes les deux. On a Stéphanie Foglietta-Dreyfus qui est diététicienne, nutritionniste, spécialisée dans la fertilité, la grossesse, le bébé, l'enfant et l'allaitement. Vous pouvez la suivre dès à présent sur Instagram, c'est Fit Good Nutrition. Et elle viendra donc nous parler de ce lait magique. Pour conclure, alors aujourd'hui on a parlé de Nabila, de grosse poitrine, de nourrice aux grosses poitrines, de léopard, mais surtout que l'allaitement se fait au rythme du bébé, selon ses besoins, et nécessite souvent un temps d'adaptation pour la mère et le bébé, 2 à 3 semaines environ. Et une bonne succion et une bonne position sont généralement la clé d'un allaitement serein. Nous y reviendrons tout au long de nos épisodes. On n'espère pas vous avoir effrayé avec le côté un peu scientifique de l'allaitement, et si vous n'avez pas trouvé ça assez scientifique, n'hésitez pas à nous demander des précisions. Mais maintenant vous savez, donc vous pouvez, pour allaiter en toute sérénité et bien informé. Et n'hésitez vraiment pas à nous dire sur Instagram si vous avez des remarques, des questions, nous y répondrons avec plaisir. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Boub Boub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informées. C'était l'heure de la tétée.